Je vais commencer par présenter les différents intervenants, puis Mickaël présentera les questions sur lesquelles on a demandé aux intervenants de réagir. Alors je vais le faire avec ma liste dans l'ordre en essayant de vous reconnaître avec les photos que j'ai, mais bon, j'ai un risque que je me trompe. Ouais, c'est ça. Donc vous êtes Mélissa Giguère de l'Institut de santé publique du Québec. Et ce qui vous amène ici, je pense, c'est que vous avez notamment participé à des travaux au sein du consortium Ouranos sur notamment la question des îlots de chaleur. Monsieur Michel Max Reynaud, vous êtes professeur à l'Université de Montréal, architecte et urbaniste de formation. Et vous êtes aussi notamment le directeur de l'Observatoire Ivanhoe Cambridge du développement urbain immobilier, qui est un des soutiens du colloque d'aujourd'hui. Isabelle Thomas, donc professeure à l'Institut d'urbanisme de Montréal. Je pense que c'est pas nécessaire peut-être de faire plus de présentations. Nancy Giguère, de la ville de Montréal. Vous êtes conseillère en planification pour la direction de l'environnement et vous vous intéressez notamment aux questions environnementales dans la planification urbaine et parmi ces questions, vous vous intéressez donc aux enjeux du changement climatique par rapport à la planification. Julien Saint-Laurent de la ville de Trois-Rivières. Donc vous êtes spécialiste de l'environnement pour la ville de Trois-Rivières et vous aussi vous êtes intéressé à la question de la lutte aux îlots de chaleur urbains et à des inventaires d'émissions de gaz à effet de serre, notamment dans le cadre de l'élaboration de plans d'adaptation. Et enfin, Madame Christine Flessen, je ne sais pas si je prononce bien, de la ville de Sherbrooke. Vous êtes chef de division de l'environnement et vous travaillez aussi sur les questions environnementales et notamment sur la gestion des matières résiduelles, entre autres. Et vous avez aussi peut-être été amené à aborder la question de changement climatique et d'adaptation. Voilà, donc je laisse la parole à Mickaël pour évoquer les questions auxquelles on vous a demandé de répondre, enfin en tout cas de réagir. Bonjour. Donc, 3 questions en fait s'inscrivent en continuité avec toutes les réflexions qu'on a eues depuis hier. Les questions étaient envoyées aux participants pour qu'ils puissent s'inspirer de ces questions. Donc, la première est comment la perspective du changement climatique a-t-elle permis d'aborder de nouvelles questions ou problèmes, à quel niveau de gouvernement, à quel niveau de gouvernance? Deuxième question, quelle structure de gouvernance innovante permettrait de soutenir les villes à adopter des politiques proactives d'adaptation et de prévention des catastrophes dans ce contexte de changement climatique? Et quels sont les blocages? Et la troisième question, la notion d'adaptation est-elle systématiquement reliée à celle de catastrophe? Pour qui l'adaptation fait-elle sens? Donc, on va commencer immédiatement avec Madame Mélissa. Donc, alors pour une présentation, ça fonctionne un petit peu plus complète. Donc, moi, je travaille à l'Institut national de santé publique du Québec. Je suis agente de recherche et j'ai coordonné un programme qui vise la lutte aux îlots de chaleur urbains. Un programme qui découle du plan d'action sur les changements climatiques du Québec. Donc, pour la première question, comment la perspective du changement climatique a-t-elle permis d'aborder de nouvelles questions ou problèmes? Eh bien, nous, en santé, c'est vraiment par des événements climatiques d'importance qui ont eu des répercussions vraiment, de très grandes répercussions au niveau de la santé des gens, de la mortalité aussi. Pour n'en nommer qu'un, c'est la canicule française de 2003. C'est par des événements comme ça, vraiment, des manifestations qui ont inspiré ou qui ont sonné l'alerte pour toute l'Organisation de santé publique du Québec. Alors, ces événements ont créé des opportunités de recherche
d'organisation aussi civile, d'organisation de notre système de santé pour répondre à des impacts du genre. Donc, voilà. Et en fait, la question peut-être qui nous interpelle un petit peu plus, c'est si la notion d'adaptation est systématiquement reliée à celle de catastrophe. Pour nous, en santé publique, non. C'est sûr que il y a beaucoup d'impacts qui sont peut-être moins visibles en santé publique. Donc, il y a des impacts du changement climatique, par exemple, l'augmentation des UV, la détérioration de la qualité de l'air, les îlots de chaleur qui ont des impacts importants au niveau de la morbidité, de la mortalité aussi, mais qui ne sont pas nécessairement des événements climatiques extrêmes qui ravagent les milieux. Donc, il y a toute cette question de vulnérabilité en lien avec le territoire, mais il y a aussi la vulnérabilité en lien avec la condition, disons, de santé des populations. Donc, au sein d'une ville, il y a des gens, il y a évidemment, toute une population peut être vulnérable, mais il y a vraiment des sous-groupes, des catégories, des groupes de personnes qui sont plus vulnérables, des gens qui sont déjà atteints de maladies chroniques, des gens qui sont atteints de problèmes de santé mentale, des gens défavorisés, des personnes âgées, des enfants. Et évidemment, vulnérables à des niveaux différents en fonction des différents impacts des changements climatiques. Voilà ma courte intervention. Bonjour, merci de m'avoir invité. Moi, je suis un peu un apax dans votre collectif parce que je ne suis pas un spécialiste des risques, je ne suis pas un spécialiste de la résilience, loin de là. Juste modestement, je m'occupe un peu de gestion. Mais je m'interrogeais parce que je ne sais pas si je vais répondre vraiment à ces questions, mais je vais répondre bien sûr un petit peu. Parce qu'on met la perspective du changement climatique a-t-il permis d'aborder de nouvelles questions. Bon, et puis j'ai entendu, on me parlait de tremblements de terre, on me parlait de terrorisme, on me parlait de gaz à effet de serre. On n'est pas là dans les changements climatiques. Donc je pense je suis pas sûr que ce soit les changements climatiques qui nous ont permis d'aborder de nouvelles questions. Mais je voudrais peut-être revenir sur une des présentations de ce matin, qui était la présentation de M. Barocca. Et je trouvais très intéressant les deux cartes qu'il montrait, avec les zones inondables en France et les installations urbaines et les densités d'installations urbaines. Parce qu'en fait, ça répond en partie à la question. Moi, je suis toujours surpris, il faudra vous m'expliquer pourquoi on a reconstruit San Francisco exactement sur l'endroit ou sur la faille sur laquelle il y avait eu son tremblement de terre. Pourquoi les Vénitiens sont allés s'installer dans de la gadouille et au milieu d'îles pestées de moustiques? Pourquoi les Hollandais ont fait Amsterdam à un peu plus d'un mètre ou même plusieurs mètres en dessous du niveau de la mer? Voilà. Et je pense qu'en fait, les hommes adorent les risques. C'est pas leur problème. Je pense que fondamentalement, mais oui, non, mais faut pas confondre. Mais on reviendra sur la discussion. Faut pas confondre effectivement la catastrophe avec effectivement la victime et la notion de risque. Et non, mais j'ai une idée que je voudrais apporter ici. Je pense d'abord qu'effectivement les hommes se sont toujours installés sans tenir compte véritablement de la nature des risques. Ils les ont effectivement négociés, ils les ont effectivement aménagés quand ils avaient les moyens, que ce soit les Hollandais ou les Vénitiens, mais ils sont allés s'installer des endroits impossibles. Pourquoi on va s'installer au pied d'un volcan? Parce que la terre y est plus fertile. Et c'est là où je veux rentrer dans une autre notion du risque, parce que la question de savoir comment on va amener des nouvelles gouvernances, il faut comprendre une chose, et quand on étudie un peu le comportement des individus, c'est qu'un individu, par rapport à une zone d'incertitude, et le risque en est un, son premier réflexe, c'est d'actualiser. C'est-à-dire qu'on ramène au temps présent et on analyse la nature du risque, mais on l'analyse aussi avec d'autres éléments qui sont les gains et les pertes. Si j'ai plus d'intérêt à vivre là, même si j'ai un risque possible dans X années que ce soit inondé, si je peux mieux produire, si je peux installer ma famille, si je peux avoir un bénéfice quelconque,
je vais m'installer là. Et c'est bien la grande difficulté, et c'est là où se trouve tout le paradoxe d'une analyse purement scientifique qui montre effectivement la réalité potentielle des risques qui existent sur telle et telle partie du sol, telle et telle partie d'un territoire, et la réalité des installations. Alors, il y a d'autres moteurs qui sont là, mais l'élément fondamental, c'est, pour moi, c'est l'aspect d'actualisation d'un risque possible, d'un phénomène possible, par rapport à des intérêts immédiats. Et c'est ça qui va conditionner mon installation ou mon choix ou ma décision. C'est pour ça que c'est extrêmement difficile. Regardez l'échec systématique, il faut quand même s'interroger là-dessus. On s'intéresse toujours sur les réussites hypothétiques, mais on ne s'interroge pas sur les échecs. L'échec systématique de toutes les grandes conférences aujourd'hui internationales sur les changements climatiques. Vous m'expliquerez pourquoi, en quoi une hypothétique, mais même si elle est plus qu'hypothétique, augmentation de 2 degrés de la température de la Terre peut être mis en balance avec un demi-point de croissance d'un PIB. On va penser d'abord à la croissance du PIB. Alors, je ne suis pas là pour défendre ça, surtout, mais je voudrais un peu mettre les pieds dans le plat, parce que je pense que c'est très intéressant. On a effectivement beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à négocier, on a beaucoup de choses à aménager, mais il y a des réalités fondamentales. Il y a des réalités économiques. C'est sûr que l'Europe aujourd'hui va imposer d'envisager des crues millénaires. Une minute, oui. Mais bon, qui va payer ? Est-ce que je peux investir ? Est-ce que je peux mobiliser de l'argent ? C'est sûr qu'en France, j'admirais effectivement l'État pour acheter des terrains, virer les maisons, il a l'argent, il va décréter. Je pense que ça a dû faire rêver l'intervenant qui était du Québec, là, du gouvernement du Québec, parce que nous ici, on n'est pas dans cette situation-là. L'État ne va pas racheter des terres et va raser les maisons et les déclarer inconstructibles. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Donc, il y a ce phénomène-là. Il y a le phénomène effectivement extrêmement contextuel, parce que là, on n'a parlé que des villes du Nord. Qu'en est-il des villes du Sud ? Dakar, moi, je n'ai pas entendu un mot jusqu'ici sur Dakar. Pourtant, c'est une ville sur un delta qui va être absolument... On sait qu'elle va être inondée dès que l'océan va monter un tant soit peu. Bon. Et là, comment on fait de la résilience là-bas ? Comment on fait de l'aménagement ? Donc, je voulais juste poser quelques questions. Merci. Merci, Michel. Pour reprendre un tout petit peu ta thématique là, sur le fait que nous aimons les risques, je pense aussi que nous aimons beaucoup l'eau et que souvent nous nous implantons près de l'eau et que mais dernièrement on s'est rendu compte que de s'implanter près de l'eau, ça pouvait entraîner, vu ce qui se passe avec les changements climatiques, une situation risquée. Je pense aussi qu'il faut aborder la question de l'attachement au sol et très souvent quand on fait partie d'une communauté et d'un quartier, on veut reconstruire à l'identique tout de suite, le plus rapidement possible, et c'est sûr que ça fait partie aussi de la négociation du risque. Pour répondre un petit peu transversalement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps aux différentes questions qui sont posées, déjà je pense que les changements climatiques nous ont permis d'aborder les questions de réaménagement de nos territoires et de construction, de reconstruction de nos villes en intégrant l'incertitude, donc en intégrant des scénarios et en réfléchissant aussi sur l'anticipation et la prévention. Alors, comment le faire ? L'objectif, évidemment, d'interpeller, d'intégrer l'ensemble des acteurs. Alors, on se rend très bien compte que tant dans le contexte français que dans le contexte nord-américain, nous avons des systèmes de gouvernance qui sont complètement différents et aussi des manières d'urbaniser et des manières de planifier nos villes qui sont un petit peu à l'opposé. Moi, je vais apporter l'exemple de la Nouvelle-Orléans et donc je vais le présenter avec différentes questions. Concernant la négociation du risque, c'est-à-dire quand est-ce qu'on négocie finalement ce risque, cette planification du risque, comment, avec qui et pourquoi. Mes étudiants sont là, je vais reprendre l'exemple donc pré, post, ouragan Katrina. Bon, on s'est rendu compte qu'un des problèmes majeurs avec ce système urbain, c'est qu'on n'avait pas de plan de prévention, pas de PPRN, avant l'ouragan. Ça pose aussi la question, on se rend compte avec l'exemple français, est-ce qu'il faut finalement ces plans ? Est-ce que la prévention, l'anticipation ne doit pas être intégrée dans les plans d'urbanisme tout court ?
pour avoir peut-être une vision un petit peu plus intégrée de notre reconstruction ou de notre anticipation et développement territorial. Donc, quand négocier? Est-ce qu'on négocie juste après? Est-ce que les citoyens connaissent le risque? Comment intégrer les citoyens dans cette négociation du risque? Est-ce que la gouvernance doit se faire et les plans doivent arriver et être développés par le gouvernement central, ou est-ce que les citoyens ont leur mot à dire et comment est-ce qu'ils peuvent avoir leur mot à dire? Ce sont des questions très importantes. Je vous donne par exemple le cas de la Nouvelle-Orléans. On a beaucoup parlé de planning fatigue. Pourquoi? Parce qu'après l'événement, en effet, les citoyens ont été intégrés dans les discussions. On a fait différents plans, que ce soit à l'échelle des quartiers, à l'échelle de la métropole, mais finalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le financement pour pouvoir mettre en place les éléments qui avaient été choisis et qui avaient été négociés. Planification des risques. Sur quelles questions? En effet, quand on veut intégrer les citoyens dans une reconstruction après catastrophe, on peut leur poser des questions comme, par exemple, quel choix allez-vous, préférez-vous? C'est ce qu'on a fait pour les tables rondes avec America Speaks. Quel choix préférez-vous dans les systèmes de prévention vis-à-vis des risques avec des probabilités, non pas des scénarios, de catastrophes, donc dans les 5, 10, 20, 100 ans à venir? Alors les citoyens ont donné une réponse. Oui, on aimerait bien avoir des digues, des infrastructures énormes pour pouvoir se protéger. Et puis on voudrait aussi reconstruire les marais. Bon, très bien. Donc ça, ces éléments ont été intégrés dans les plans. Oui, mais qui paye? Qui paye, c'est l'État fédéral. Qui développe? Qui va aussi apporter de l'argent pour renforcer les digues? Ça va être la Louisiane. Donc on se rend compte qu'il faut absolument et on l'a vu aussi hier, que les différentes échelles et différents acteurs dans la gouvernance travaillent ensemble pour avoir des incitatifs et pour coordonner leurs actions sur le terrain. On a parlé des bâtiments verts, on a parlé des écoquartiers, on parle de métropoles et de systèmes de corridors verts et bleus. Il est essentiel que tous ces éléments et que toutes ces échelles soient intégrées, donc que les différents acteurs soient intégrés dans ces négociations. Pour terminer, avec l'exemple, puisque j'ai plus qu'une minute, au Québec, je dois dire que le système et le travail que fait le consortium Ouranos est très intéressant parce que ça permet d'avoir un organisme frontière qui, justement, peut intégrer un partenariat entre les chercheurs qui travaillent sur toutes ces questions de changement climatique et de réflexion sur quels outils et quels modes de planification intégrés en intégrant les scénarios climatiques et puis aussi les gens du terrain pour voir les besoins. Et donc ce système de gouvernance et ce type de système de gouvernance dans le futur, je pense, devra être à améliorer et intégrer. C'est mon tour. Alors moi, est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Je suis de la ville de Montréal et je devrais venir vous présenter mon plan d'adaptation et malheureusement, je ne l'ai pas encore et j'ai mes deux collègues de la ville de Trois-Rivières, de Sherbrooke, qui, eux, vont pouvoir parler de leur plan. Nous, on est au premier balbutiement de l'adaptation, c'est-à-dire qu'on en fait depuis longtemps. Puis, quand j'ai parlé à Mme Thomas à savoir pour comment j'arriverais, j'ai plus de questions que de propositions à vous faire. C'est sûr qu'au niveau des changements climatiques, la Ville a abordé cette stratégie-là de s'attaquer aux changements climatiques depuis longtemps. On n'a pas encore un plan d'adaptation proprement dit, mais on travaille là-dessus depuis longtemps. Donc, c'est sûr qu'on s'est attaqué, bien sûr, en premier lieu, à comprendre nos sources de gaz à effet de serre. Et puis, il y a un premier plan au niveau des diminutions de gaz à effet de serre qui a été déposé, puis un second qui est tout chaud, là, qui est sorti au printemps, cet automne. Ça l'a permis de mettre un peu les bases, d'amorcer le travail sur l'adaptation. On a fait une première revue de nos impacts en 2008. On a créé des comités interservices qui ont regroupé les gens des transports, des immeubles, du développement économique pour essayer de voir un peu à la lumière de la revue qu'on avait des impacts sur notre territoire. Il ne faut pas oublier que notre travail, il se base sur notre territoire, notre champ de travail est vraiment l'agglomération, donc toute l'île de Montréal. Donc, c'est une grande machine,
des arrondissements, des villiers, des structures une par-dessus l'autre que vous connaissez. Donc, il y a de multiples acteurs. C'est aussi un beau défi de réussir à travailler avec tous ces gens-là. Donc, nécessairement, l'adaptation, chez nous, c'est traduit de différentes façons. On en fait depuis longtemps. Elle n'a jamais été nommée clairement. Madame Lucie vous a parlé hier du plan de développement durable. C'est sûr qu'on avait des objectifs. Ce plan-là, qui est un outil majeur, qui a été un levier pour plusieurs lancements de programmes, de projets de politique. Il n'y a pas le mot adaptation à nulle part. À nulle part, on parlait d'émissions de gaz à effet de serre, on parlait de la gestion de la ressource eau, mais l'adaptation, le mot adaptation n'était pas clairement écrit comme tel, ce qui n'empêche pas qu'il y a quand même des gens à travers le service, puisqu'on est quand même 28 000 employés. Il y a sûrement des bonnes choses qui se sont faites, dont, par exemple, au service de l'eau, où on a vraiment créé une division de gestion durable de l'eau. Finalement, ça s'est traduit à travers des gens qui croyaient, qui ont la volonté, qui ont parti des programmes, qui ont mené des choses. Par exemple, j'étais au niveau de l'eau, on a vu qu'il y a une problématique au niveau de la gestion des eaux de pluie. Bien, nécessairement, il y a des gens qui sont allés voir les arrondissements, qui ont vu des problèmes. Et puis, on dit, bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et puis là, il y a des programmes qui se sont créés. Donc, notre rôle à la division, notre rôle à la direction de l'environnement, je l'avais dit, vous me déstabiliserez, hein, c'est ça. Donc, notre rôle, c'est vraiment de coordonner tout ça, puis d'arriver à créer un plan. Si je passe peut-être à la gouvernance, parce que c'est là où on en est. Nous, on essaie c'est beau faire un plan, mais pour nous, c'est un outil parmi tant d'autres. Là, sur quoi on travaille, c'est vraiment la stratégie. Comment on va arriver à... Parce on est en train d'établir notre analyse de vulnérabilité. Donc, on cartographie sur le territoire les petits, les moyens, les grands problèmes qu'a notre territoire par rapport à tous les aléas qu'on a parlé pour avoir... On reconnaît qu'on a déjà des problématiques au niveau des changements climatiques dans un moyen terme puis à long terme. Ne serait-ce, là, on aura nécessairement un portrait juste pour travailler avec tous les acteurs du territoire, mais on a même un problème à présenter ça. On parlait d'assurance hier, on parlait au niveau juridique, juste de déposer ces plans-là et de dire voici nos vulnérabilités. Je suis pas sûre que M. Coder apprécierait. Pour l'instant, on n'en est pas là, mais c'est l'outil de base pour nous de dire, ben voici le portrait de nos vulnérabilités. Maintenant, à quoi on s'attaque? Et puis là, à quoi on s'attaque? C'est toute la stratégie avec quel acteur, comment, pour que le plan, dans le fond, qui est une finalité, un document écrit, mais qui soit vivant, qui soit mis en œuvre. Là, vous avez déposé vos plans. J'imagine que vous allez pouvoir nous en parler. Tout le travail commence là, à partir du moment où il y a le document, puis ça fait consensus, là, il faut les mettre en œuvre, ces projets-là. Donc, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais peut-être dans la discussion, on pourra poursuivre. Donc, faire suite à ça, en fait, oui, Trois-Rivières et Sherbrooke, ensuite, on a la chance d'avoir terminé la rédaction de nos plans d'adaptation au changement climatique, d'avoir été... approuvé par le Bureau des changements climatiques, approuvé par nos conseils de ville respectifs. Un plan d'adaptation au changement climatique, Nancy vient de le dire, c'est juste un document. Un document, c'est pas vivant. Le document, ensuite, il faut faire en sorte d'implanter ces actions-là, de mettre ça dans les outils qu'on a déjà. On a parlé beaucoup hier de quels sont les outils qui seraient les nouveaux outils à avoir pour faire de l'adaptation au changement climatique. Personnellement, je crois que la boîte à outils est déjà pas mal là. Il s'agit de les utiliser, de les adapter. Tantôt, on doutait du zonage, mais il y a façon d'adapter les outils d'urbanisme, de schémas d'aménagement, de plans de couverture de risque au niveau de la sécurité civile. Tous les outils sont déjà là. Il s'agit de les utiliser et d'implanter l'adaptation au changement climatique dans ces outils-là pour en faire quelque chose qui est plus au goût du jour et qui tient compte, en fait, des réalités qu'amènent les changements climatiques. Donc, au niveau de la gouvernance,
de s'attaquer au changement climatique, nous, on l'a pris. Il y a 2 types de gouvernance là, dans une ville. Là. Il y a la gouvernance politique qui change aux 4 ans. Là. Donc, qu'ils n'ont pas toujours la même vision. Le conseil de ville va changer. Ils ont des idées différentes. Moi, je peux pas vous parler vraiment de la gouvernance politique de la ville de Trois-Rivières. Je vais plus vous parler au niveau de la gouvernance administrative. On est 1300 employés, 1500, 1600 en période estivale. On a décidé d'y aller vraiment horizontalement, de faire en sorte que tous les employés entendent parler d'adaptation au changement climatique, que tous les employés se sentent partie prenante de l'adaptation au changement climatique. C'est facile au niveau de certaines directions de rencontrer des coordonnateurs, des contremaîtres, des techniciens, de faire des tables de travail, de leur parler, de leur demander leur feedback, leur rétroaction dans leur domaine, qu'est-ce que chaque aléa va leur causer comme problématique, d'en faire une super matrice, après ça de prioriser les risques. On a beaucoup de gens qui sont en opération, hein. On a 300 quelques cols bleus, puis c'est eux autres qui font que l'été, on passe à 500, 600 cols bleus. Les cols bleus, si tu leur dis adaptation au changement climatique, sans leur expliquer, t'es mettras pas de ton bord. Là. Eux autres, ils sont dans leur day-to-day, ils ont de l'opération à faire. Nous, on a décidé de leur présenter vraiment une journée. On les a rencontrés pendant 1 heure sur l'adaptation au changement climatique, dîner spaghetti, super activité. Ils ont été là. Ils ont été réceptifs, ils ont posé des questions suite à ça. Puis maintenant, on est bien reçus à chaque fois qu'on arrive sur une table de travail ou qu'on leur dit qu'on va changer les façons de faire. Donc ça a ça de bien. Donc de s'assurer que tous les services se sentent concernés. Quelle structure de gouvernance innovante? Moi, je l'ai dit, je pense que les structures de gouvernance sont déjà pas mal là. Le gouvernement fédéral, le provincial, il y a les MRC, il y a tout plein d'organismes qui sont là, qui sont en place, Conseil régional des élus, les conseils régionaux d'environnement. Je pense que la problématique pour l'adaptation au changement climatique, puis on va en revenir avec la 3e question là, pour qui ça fait du sens, c'est l'argent en bout de ligne. S'adapter au changement climatique, ça va nécessairement changer les façons de faire qui parfois peut augmenter le coût de certains projets. Augmenter le coût d'une infrastructure, comment amortir ça, comment avoir le financement, comment faire en sorte que tout le monde est d'accord avec le surcoût que ça peut amener. Parce que le monde, il pense pas là, que le surcoût d'une infrastructure, il est immédiat, mais il va peut-être faire en sorte que dans 25 ans, on n'aura pas besoin de dédommager du monde puis de payer des millions en dédommagement, parce qu'on va avoir réglé le problème à la base. On va avoir adapté nos façons de faire. Puis j'en viens, dans le fond, à la dernière chose. Pour qui l'adaptation, ça fait du sens? L'adaptation au changement climatique, ça fait du sens pour tout le monde. Pour tous les citoyens, en fait. On l'a entendu hier, je l'ai entendu aussi tantôt. Qui va payer? Ah, c'est le gouvernement fédéral. Ah, c'est le gouvernement provincial. Ouais, c'est nous autres qui payent. Là. C'est nos impôts, c'est nos taxes. Donc, pour qui ça fait du sens? C'est pour tout le monde. Il faut que tout le monde en prenne conscience, puis que tout le monde accepte que ça va changer les façons de faire, que ça va peut-être avoir des surcoûts immédiats, mais qu'à long terme, c'est gagnant de s'adapter au changement climatique. Donc, notre plan d'adaptation, il y a 50 quelques actions. Là, je ne voulais pas vous les énumérer puis vous présenter tout ça, c'était pas l'objectif. Mais si vous voulez poser des questions, vous irez, je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Alors, pour enchaîner, à la ville de Sherbrooke, le plan d'adaptation au changement climatique a été adopté le 2 septembre 2013, donc récemment. Cette journée-là, on vivait des glissements de terrain suite à des pluies abondantes. Et c'était peut-être le 4e épisode en 3 ans. Pour ceux qui connaissent un peu Sherbrooke, la topographie quand même est assez importante. Donc, on a des inondations. Mon bureau est dans une zone inondable. Bref, on a des impacts. On a eu aussi une tempête de neige il y a 2 ans qui donnait comme impact que les ambulances pouvaient même pas se rendre pour aller chercher des malades parce que notre service de voirie ne pouvait pas fournir en termes de déneigement. Donc, vous voyez, c'est quand même des impacts sérieux qu'on a vécu. Donc, on avait une bonne oreille au niveau des élus.
On a aussi une politique de développement durable en place depuis 2005. On a un centre de mobilité durable qui a été mis en place avec un plan d'action échelonné sur 10 ans là, pour réduire les gaz à effet de serre, augmenter la part du transport actif. Donc, tout ça, ça aide, mais c'est pas suffisant. Un plan d'adaptation au changement climatique, ça nous a aidé pour les services de la ville pour se poser les questions. OK, voici donc nos risques, nos vulnérabilités. Maintenant, quelles actions nous pouvons mettre en place pour prévenir ces risques-là au lieu d'être toujours sur un mode correctif. Donc oui, bien sûr, le plus possible, c'est dans des programmes déjà existants. On a augmenté, par exemple, des fréquences d'entretien. On a changé nos façons de faire. On s'est assuré que le dimensionnement des égouts, des ponceaux et tout ça. Oui, bien sûr, tout ça, ça a été fait. Mais outre ça, on est allé voir aussi au niveau la gestion du territoire en tant que tel. La ville de Sherbrooke est aussi une MRC, donc on a notre schéma d'aménagement, qui devrait être adopté bientôt et qui intègre toutes ces vulnérabilités-là. Les cartes sont mises à jour, c'est publicisé, c'est sur le site Internet, donc les citoyens sont aussi au courant d'où ils se trouvent finalement. Donc, on a aussi donné des grandes orientations dans notre plan d'aménagement au niveau de l'environnement. On parle de protection de milieux naturels. On sait bien que les milieux naturels, les milieux humides jouent des rôles importants au niveau de la rétention, donc c'est à considérer. Et on a aussi carrément une deuxième orientation en environnement, et c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, à intégrer dans notre construction, dans notre aménagement. On devrait bientôt avoir un nouveau boulevard urbain qui va intégrer tout ce qui est transport actif, arbres, îlots de chaleur, bassin de rétention le plus naturel possible. Et outre ça, on a aussi des petits projets, même sur les terrains des citoyens. On parle de jardins de pluie, on parle aussi de mettre des seuils dans des fossés pour ralentir le débit, ralentir les sédiments aussi dans les cours d'eau. Donc, c'est vraiment à plusieurs niveaux qu'on va intégrer donc des actions pour s'adapter au changement climatique. C'est sûr qu'il y a aussi, pas juste des programmes existants, il y a aussi la recherche et développement, hein, bien sûr. Bon, j'en parlais, les seuils, c'est quand même innovateur à mettre dans les fossés à certains endroits. On va faire des projets pilotes. Mais il y aura aussi des nouveaux liants pour l'asphalte, pour essayer d'avoir de l'asphalte qui est moins noir, si on veut, ou carrément d'autres matériaux qui auront un indice de réflectance qui va être plus élevé. Si on parle aussi de gouvernance, c'est sûr que je crois que dans tous les paliers gouvernementaux, dans tous les ministères aussi, on devrait intégrer l'adaptation au changement climatique comme on a fait pour le développement durable. Donc, pas juste le MDD-EFP, Ouranos qui a aussi un rôle considérable, mais également le MAPAC, le MAMRO, le MAMRO dans les schémas d'aménagement, bien sûr. Le MAPAC, on le sait très bien, il y a beaucoup en zone agricole, l'érosion des sols est une grosse problématique. Il n'y a plus d'absorption non plus dans les sols, ce qui va créer aussi des inondations ultimement. Donc, je crois qu'à plusieurs niveaux gouvernementaux, il faudrait intégrer l'adaptation au changement climatique. Pour terminer, la notion d'adaptation est-elle systématiquement reliée à des catastrophes? Je pense que non, mais c'est clair que les catastrophes font réagir et les coûts et les impacts, on parlait de mortalité tantôt, c'est sûr que ça va faire réagir les gouvernements. Malheureusement, il faut parfois ça. Mais il y a aussi un bon côté, hein. Toutes les contraintes peuvent être transformées en opportunités. On parlait de zones inondables, pourquoi ne pas faire à ce moment-là des milieux naturels d'intérêt pour la faune, la flore. On peut diversifier l'offre touristique. On commence à se rendre compte aussi que les patinoires en hiver, c'est de plus en plus difficile à entretenir. Peut-être aussi qu'il y a d'autres offres touristiques qui peuvent être développées pendant la saison hivernale. Donc, c'est un petit peu comme ça aussi que j'essaye de le voir pour aussi terminer sur une note plus positive.